bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour mesdames. Écoutez, je m'appelle Sylvain Waserman, je suis donc auteur et rapporteur du texte qui a été voté à l'Assemblée nationale hier, dans la nuit. Et d'abord, je voudrais dire tout le bonheur que c'est d'avoir travaillé avec le monde associatif, en particulier la Maison des lanceurs d'alerte, et de voir ce texte aboutir. Ce texte, pour moi, je l'ai dit hier dans l'hémicycle, c'est d'abord un pilier de notre démocratie qu'on consolide. C'est une réponse du législateur qui doit donner sa juste place aux lanceurs d'alerte dans notre société. Et je crois qu'hier, on a fait un pas dans cette direction, en tout cas, un pas important. Et j'aimerais peut-être, pour lancer les débats, les questions sur ce texte-là, partager deux ou trois points. Le premier, c'est que c'est passé un peu en dessous des radars, mais c'est une loi parlementaire. C'est une proposition de loi qui est née au Parlement, écrite par un parlementaire avec son équipe, et qui est née au Parlement. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est important parce que ça s'est nourri également de rapports parlementaires. Vous savez, ces rapports dont on pense que ça ne sert à rien. En fait, si, ça sert. C'était un premier rapport que j'avais écrit à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour essayer d'analyser les différents droits européens et puis de formuler des propositions. Et c'est aussi un rapport transpartisan qui avait été fait par Raphaël Gauvain et par Olivier Marleix, l'un étant LREM, l'autre étant LR. Et ce rapport, il expliquait en quelque sorte les limites du droit existant en matière de protection des lanceurs d'alerte notamment. Et c'est bien à partir des limites du droit existant qu'on doit construire le droit nouveau. Il doit se nourrir des limites du droit existant. Donc ces travaux parlementaires, cette loi parlementaire, ce parcours parlementaire de la loi, c'est un message bien sûr, je le disais hier dans l'hémicycle, c'est un message d'abord évidemment de soutien à ces femmes et ces hommes qui ont le courage de révéler des alertes, de prendre des risques, de s'exposer pour le faire, pour révéler l'inacceptable. Mais c'est aussi un message, et ça je le dis en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, je ne peux pas résister à cette tentation, c'est aussi un message pour tous ceux qui pensent que le Parlement ne sert à rien. Si, le Parlement, ça sert à quelque chose. Le Parlement, ça sert à travailler pendant 3 ans avec la société civile, avec le monde associatif, avec le monde économique aussi, sur des thématiques comme celle-là, de prendre le temps de les travailler, de prendre le temps d'essayer de trouver cette juste ligne de crête qui permet de construire un texte équilibré, je crois, progressiste, qui fait avancer les choses, mais équilibré. Et voilà, c'est un message sur cette valeur ajoutée parlementaire que je défends avec cœur, parce que j'aime cette institution, elle est souvent critiquée, mais notre Assemblée nationale, c'est le cœur de notre démocratie. Et je crois que des moments comme hier soir, des moments d'aboutissement, c'est aussi des moments où je pense à l'Assemblée et je pense à ce travail parlementaire. Voilà pour mes propos introductifs. Peut-être je vais vous passer la parole, mesdames. Vous avez été au travers de la Maison des lanceurs d'alerte extrêmement active depuis 3 ans, en fait, sur ces thématiques. Et peut-être que je vous laisse la parole, Nadège, c'est vous qui commencez. Je vous en prie. Alors pour commencer, merci beaucoup, merci infiniment Monsieur le député, à la fois pour cette occasion aujourd'hui et puis surtout pour le travail acharné qui a été fait sur ce texte, mais aussi antérieurement à ce texte, puisque je crois que si on arrive aujourd'hui à un contenu aussi satisfaisant, l'élan a été pris encore antérieurement. Et je crois que à la fois la pugnacité qui a été la vôtre et effectivement la mobilisation notamment de la MLA, mais pas seulement, a permis aujourd'hui d'arriver à ce consensus, je dirais même d'arracher un consensus. Et ce qui nous intéresse maintenant va être, évidemment, on est toujours dans l'étape d'après, à chaque victoire, on envisage déjà la suite. Et ce qui va être très important pour nous, c'est de voir comment ce texte maintenant va vivre. On se souvient que le texte antérieur, c'était la loi Sapin 2, et on a eu à peu près 5 ans, et d'ailleurs vous citiez le travail d'évaluation qui a été fait sur cette loi, on a eu 5 ans pour faire une sorte de retour d'expérience, pour voir quel était, alors même que l'on était parmi les États membres l'un des plus avancés sur le sujet, on a pu en 5 ans voir quels étaient les pièges, les limites d'un tel dispositif à l'usage. Aujourd'hui, on a une superbe boîte à outils, une directive européenne qui a été transposée, qui a été véritablement bien transposée avec... on aurait évidemment toujours voulu voir des propositions que nous avons portées supplémentaires, écrites maintenant dans ce texte, mais ce qui nous préoccupe, c'est évidemment de voir comment les textes d'application, donc en l'occurrence les décrets qu'il reste à prendre, vont être pris, et on l'espère, et les quelques signaux sont positifs en ce sens, vont être pris au plus vite, avant la fin de cette mandature. Donc on sera évidemment très vigilant sur ce point. Et puis là aussi, on va voir comment également
les juridictions, comment les magistrats vont Exactement. aussi s'approprier quantité de dispositifs qui, sur le papier, sont écrits avec la plus grande mesure, mais qu'il reste encore effectivement à passer au crible du principe de réalité et à voir à l'usage dans quelle mesure l'ensemble de ces dispositifs aujourd'hui viennent véritablement garantir une protection supplémentaire à ceux qui sont, en tout cas pour nous au sein de la MLA et encore une fois plus largement, je n'en doute pas aussi pour vous, monsieur le député, de véritables vigies pour la démocratie, alors même que encore trop souvent, aux yeux de certains, ces lanceurs d'alerte peuvent être tout simplement des délateurs. Voilà. Et nous, notre préoccupation est véritablement de les placer au cœur d'une démocratie en bonne santé, en faisant des véritables défenseurs de l'intérêt général. Mais pour qu'ils puissent jouer ce rôle, encore faut-il qu'ils ne se dressent pas devant eux des montagnes insurmontables et des risques démesurés que du coup ils n'imagineraient pas pouvoir dépasser. Et pour cela, on a un arsenal maintenant un petit peu plus complet, notamment des modalités de soutien financier. C'était un élément important. Là, on ne va pas aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter, mais en tout cas, ça y est, pour la première fois, on a des éléments en ce sens. Peut-être un grand regret, qui était peut-être une des pistes ouvertes par la directive, mais vraiment, si on commence à tirer tous les fils, et ils sont extrêmement nombreux sur ce texte, c'est peut-être le soutien psychologique, parce que vous imaginez bien aujourd'hui, je pense que tous les récits de lanceurs d'alerte que l'on peut avoir à l'esprit, que ce soit des sujets extrêmement médiatiques ou d'autres moins, il n'y a aucune histoire qui vous ferait envie. Voilà. Aucun épisode qui vous ferait envie de vivre aujourd'hui. Et notamment parce que lancer l'alerte, c'est s'exposer, que ce soit dans la sphère professionnelle ou au-delà, et d'ailleurs c'est l'une des caractéristiques spécifiques justement à la France, de pouvoir avoir cette définition très large. Donc la maison des lanceurs d'alerte, pour faire l'instant promo, ou en tout cas présentation de ce qu'est cette organisation que nous représentons aujourd'hui, nous dispensons différents types d'accompagnement. Le premier étant l'accompagnement juridique, évidemment, puisque au regard de la difficulté et de la complexité du dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, je pense aux différents paliers par exemple, il est essentiel d'être accompagné, mais il y a aussi un accompagnement qui peut être justement financier, qui peut être médiatique, qui peut être psychologique. Mais il est évidemment hors de proportion d'imaginer que la maison des lanceurs d'alerte et ses 4, 5 équivalents de temps plein va assurer le soutien psychologique des lanceurs d'alerte en France. Voilà. Donc, évidemment, nous avons, et nous en sommes extrêmement heureux, été pleinement associés. Je crois qu'il faudrait démultiplier la MLA ou imaginer des ramifications formidables à cette association pour que l'on puisse aujourd'hui absorber les sollicitations qui nous sont faites. Pour vous dire l'ampleur de la difficulté, nous sommes obligés même de fermer la permanence juridique tellement l'afflux est supérieur à la capacité que nous pouvons absorber. Mais néanmoins, maintenant, la maison des lanceurs d'alerte est un facilitateur. Et donc, nous serons formellement aux côtés des lanceurs d'alerte, justement pour les aider, les accompagner dans ces démarches et dans ce que l'on espère être de moins en moins un parcours du combattant. Voilà, j'ai déjà été probablement très long. Merci. À vous, avec votre regard de journaliste. Merci, oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce cheminement parallèle qui a fait la prise de conscience en France, aussi bien évidemment chez les journalistes que chez les parlementaires. C'est-à-dire qu'on a vu des héros, des héroïnes presque monter sur des bûchers, monter sur des chaises, etc., pour être obligés de se faire entendre, vivre des vies épouvantables, très compliquées. Et c'est pour ça que le SNJ a été cofondateur de cette maison des lanceurs d'alerte, parce qu'on disait il faut un lieu, il faut que ces personnes ne soient plus abandonnées à la vindicte, car c'était le cas. Il faut un lieu. Donc, fondation. Le cheminement a été presque parallèle, de fait. Et pourquoi le SNJ et les journalistes sont aux côtés des lanceurs d'alerte depuis beaucoup plus longtemps? Nous étions aux côtés d'Édouard Perrin à Luxembourg, nous étions aux côtés de tous les lanceurs d'alerte poursuivis. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que les lanceurs d'alerte sont nos sources. Sans lanceurs d'alerte, il n'y a pas d'information, en tout cas. Et la qualité, la variété des secteurs où les lanceuses et les lanceurs d'alerte se sont illustrés prouve assez bien la nécessité de pouvoir les entendre
Et pour les entendre, il faut qu'ils puissent parler, il faut qu'ils soient protégés. Alors je trouve que le travail qui a été fait est très intéressant. On n'a jamais, oui à 100% surtout, mais il est très rare, je peux le dire aujourd'hui, que le SNJ puisse se féliciter d'un travail aussi sérieux, un travail d'écoute, un travail de traduction, une volonté politique. Et c'est ça qui compte en démocratie. C'est la volonté politique. Elle aboutit. Maintenant, comme le disait Nadège, il faut être extrêmement attentif au calendrier de mise en œuvre. Absolument. Alors, aussi bien décrétal que le cheminement habituel parmi toutes les instances qui auront à traiter de cette nouvelle loi. La France s'illustre là d'une façon merveilleuse en Europe et dans le monde. On est vraiment un des pays, si la loi est appliquée comme nous l'espérons, dans toutes ses dispositions, montrera à l'Europe, montrera au monde, enfin, que la patrie des droits de l'homme, c'est bien la patrie des droits de l'homme, et non pas seulement celle de la déclaration. Je crois que c'est essentiel. C'est essentiel en démocratie. La Fédération internationale des journalistes, où je suis élu qui représente 600 000 professionnels des médias dans le monde, dans 150 pays, va évidemment s'en emparer. Il y a tellement de pays dont les lanceurs d'alerte sont encore des gens persécutés, voire mis en prison, voire directement assassinés, que je pense que c'est pas une protection, mais c'est un exemple. Et nous sommes très heureux, nous espérons effectivement que la maison des lanceurs d'alerte va pouvoir s'étoffer un tout petit peu en possibilités, parce que les demandes sont extrêmement importantes. Il y a une BD qui est parue, qui est très bien faite, car elle est très pratique. On peut la recommander, car lancer une alerte, c'est pas si compliqué que ça. Seulement, il ne faut pas se tromper. Il y a 2, 3, 4 dispositions à prendre dès le départ. Et avec la nouvelle loi, elles seront peut-être un tout petit peu plus nombreuses, qui permettent que le chemin soit moins dur. On ne dit pas qu'il ne sera pas dur, mais il l'est toujours. C'est éprouvant pour une vie privée, pour une vie familiale, pour une vie sociale. Mais ce sera moins dur. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà les premières questions d'internautes ou dans la salle. Moi, je voudrais peut-être rajouter 2-3 éléments, si vous le permettez, plus personnels. D'abord, merci pour vos propos, parce que vous savez, quand vous êtes élu député, moi, je n'étais pas professionnel de la politique, je travaillais en entreprise. Il y a des sujets dont on s'empare. On a un peu envie, à son échelle, de changer un petit peu le monde, de faire progresser quelques éléments. Moi, j'aime notre démocratie, elle est souvent malmenée, mais pour autant, elle est solide, elle est là, elle doit progresser. Et j'ai l'impression que dans ce genre de mouvement de fond, en tout cas sur la thématique de la protection des lanceurs d'alerte, on fait un peu progresser notre démocratie. Et en tout cas, on lui donne un pilier de plus. Et en tout cas, on consolide un pilier de plus. On n'invente pas, enfin, on consolide un pilier de plus, parce que nos sociétés modernes, à mon sens, ne peuvent pas se passer du rôle démocratique des lanceurs d'alerte. Et ça a probablement toujours été vrai, mais je pense que ça l'est de plus en plus. Et qu'aujourd'hui, dans un monde où l'information est diffuse, on a un rapport à l'information qui évolue beaucoup. Je pense que c'était un enjeu majeur de démocratie, d'arriver à consolider ce pilier. Deuxième chose, je me suis appliqué dans ce long chemin une certaine règle de transparence. C'est-à-dire que j'ai eu des attaques, notamment sur le fait que j'étais trop proche des associations ou trop proche de tel ou tel lobby. Alors, pour avoir écrit un rapport sur les lobbies à l'Assemblée nationale, en tant que vice-président de l'Assemblée, j'en suis en charge de ce sujet. J'ai écrit ce rapport, on a mis en œuvre, et le président Ferrand a mis en œuvre toutes les actions de court terme qui consistaient à une certaine moralisation et des règles du jeu, notamment vis-à-vis des lobbies. C'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est probablement pour nos successeurs au prochain mandat, des règles de transparence que je préconise. Par exemple, je pense qu'un rapporteur doit avoir l'obligation d'une transparence de ses agendas. Et sur cette loi, vous pouvez aller voir sur mon site internet tous les lobbies que j'ai rencontrés. Chaque fois qu'on s'est vu, Nadège, qu'on a travaillé ensemble, c'est répertorié, c'est noir sur blanc.
parce que je crois que cette transparence, elle est nécessaire sur des sujets comme cela. Je prends un exemple tout simple. Oui, j'ai travaillé avec le MEDEF, oui, j'ai travaillé avec la FNSEA, oui, on a auditionné L214 aussi, je sais que pour certains c'est un scandale, mais voilà, c'est un acteur associatif comme d'autres, évidemment avec des associations comme Transparency, mais je crois que ce dialogue-là, il est important. Et je vais donner 2 exemples très précis. Il y avait une inquiétude qui était formulée par beaucoup, légitime, notamment par la FNSEA, qui était de dire, oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi et de faire une société où on considérera normal de débarquer dans une exploitation pour essayer d'aller voir si quelque chose ne va pas, et du coup de dire, tiens, je suis rentré nuitamment dans telle exploitation, j'ai vu que tel animal était maltraité, donc je lance l'alerte. Il y avait des inquiétudes aussi de certains disant, oui, mais attendez, est-ce que ce n'est pas une carte blanche pour aller mettre des micros dans le bureau de votre patron et voir s'il n'y a pas quelque chose à se mettre sous la dent, donc une espèce de société de la surveillance. Et on a travaillé avec les associations et avec le Sénat pour essayer de répondre à cette préoccupation. Et on a bien cette notion qui est dans le texte maintenant, qui s'est enrichie, qui n'était pas dans la première lecture, qui était dans l'esprit de la première lecture, mais pas dans la lettre, qui est de dire, le lanceur d'alerte, ce n'est pas un espion. Et l'alerte qu'il a, il doit d'abord commencer par une information qu'il a de façon licite. Donc non, je n'ai pas le droit d'aller espionner mon patron pour voir s'il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Non, je n'ai pas le droit d'aller violer une propriété privée et d'aller voir comment ça se passe pour voir s'il y a un sujet à traiter. C'est pas ça. Je dois avoir une information de façon licite. En revanche, j'ai une irresponsabilité pénale. Imaginons que mon patron, ou que j'ai trouvé sous la photocopieuse un rapport qui prouve que mon usine balance du mercure dans la rivière, eh ben, j'ai le droit de voler ce rapport. J'ai le droit de le soustraire. J'ai le droit de l'amener à une autorité extérieure pour prouver ce dont j'ai eu connaissance. Mais cette limite entre le licite et l'irresponsabilité pénale, évidemment, le juge nous aidera à la clarifier, mais elle est extrêmement importante. On ne veut pas d'une société où tout le monde s'érigerait en surveillance de chacun des autres. Ce n'est pas du tout ça. Et je crois que cette confusion qui a été entretenue par certains, nos travaux avec le Sénat, et en l'occurrence avec vous, avec la Maison des lanceurs d'alerte, nous ont permis de bien clarifier les choses sur cette information obtenue de façon licite, mais qu'après, vous avez une irresponsabilité pénale sur la preuve que vous apportez. Et c'est extrêmement important de distinguer les deux. Autre exemple, pour illustrer un peu ces débats qu'on a pu avoir, moi je crois vraiment que la copie qu'on a maintenant est meilleure que la première version qu'on avait à l'Assemblée nationale. Elle est meilleure parce qu'elle a permis de lever des doutes, des craintes comme celle-là. Elle a permis aussi d'avancer sur certaines choses. D'ailleurs, les facilitateurs sont plus protégés dans cette deuxième version que dans la première. C'était un apport du Sénat. On avait eu des craintes, mais je dois dire que les travaux qu'on a pu avoir avec la rapporteure du Sénat ont été vraiment dans la confiance par rapport évidemment, on a eu des craintes au départ avec la revue de la définition du lanceur d'alerte qui faisait une certaine vue de notre fenêtre, une certaine régression. Mais il y a eu beaucoup de travail avec la rapporteure du Sénat dans la confiance, parce que son objectif, c'était de lever certaines craintes légitimes et ce n'était pas de bouleverser les équilibres qu'on avait construits. Et je crois qu'on a, en travaillant avec elle, pu affiner tout ça, pu rassurer, parce qu'effectivement, si on avait pris la lettre de ce qui sortait de la commission du Sénat, on était tous inquiets parce qu'on se disait mais c'est loin de l'intention qu'on avait au départ. Et pour autant, c'était la traduction de craintes dont je crois on a trouvé le bon niveau de réponse. Et en fait, ce qui est intéressant dans la fabrique de la loi, et là je m'adresse à tous ceux qui nous regardent, c'est que quand on est au comptoir du café, on se dit bah oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Tout paraît simple de loin, et plus on se rapproche, plus c'est compliqué. Et plus dans le travail du législateur, il faut trouver cet équilibre qui n'est pas une compromission. Je le disais hier, je pense que si la CMP, donc cette réunion où on cherche un accord entre le Sénat et l'Assemblée, si ça avait échoué, je pense que la copie pour laquelle j'aurais milité, c'est exactement celle qu'on a votée hier. Et j'en parlais notamment avec Jean-Philippe Foglet, qui travaillait à l'époque à la Maison des lanceurs d'alerte, dans le week-end où on s'était parlé aussi juste avant la CMP et à la fin du processus. Je pense que le texte qu'on a là, c'est vraiment la copie que j'aurais proposée en deuxième lecture. Vous savez que l'Assemblée nationale a le dernier mot, et en même temps,
on avait envie de trouver un accord avec le Sénat. Je crois que le texte s'est enrichi, s'est solidifié, il répond à des inquiétudes légitimes. Je vais donner un deuxième exemple. On avait dialogué avec le MEDEF. Et évidemment, il y avait des réticences ou des craintes légitimes. Et pourtant, je crois qu'il y avait profondément, de la part de certains, une erreur d'interprétation sur la position du MEDEF qu'on a pu clarifier. Je donne un exemple très précis. Le canal interne, c'est-à-dire ce que construit l'entreprise pour remonter une alerte, était avant un point de passage obligé. On l'avait mentionné. Aujourd'hui, grâce à la directive européenne et du coup à ce texte qui notamment la transpose, le lanceur d'alerte a la possibilité d'aller directement en externe. Et du coup, ça replace le canal interne dans une logique différente. J'ai été chef d'entreprise. Si vous êtes mandataire social, donc vous êtes garant. S'il y a un procès, vous êtes devant le juge. Eh bien, dès lors qu'on dit votre système, votre lanceur d'alerte peut passer directement en externe, ben, ça ne sert à rien de surréglementer votre canal interne. Parce que dès lors que vous avez dit que bien sûr il y a des obligations générales de confidentialité, d'éthique dans la gestion du canal interne, j'ai eu un panorama d'idées qui disait oui mais attention, il faut un canal par site, et puis d'ailleurs il faut protéger les salariés et d'ailleurs il faut que le secret des sources qu'on a pour les journalistes, on le donne aussi aux salariés. Bon, plein d'idées qui sont légitimes en soi. Mais le point d'équilibre qu'on a trouvé, c'est que ça ne sert à rien de surréglementer un canal interne qui, de facto, est mis en concurrence dès le premier jour avec un canal externe, et que le but du législateur, pour moi, en tout cas c'était l'approche que j'ai prise, c'était pas d'expliquer aux entreprises comment elles doivent faire leur canal interne, au-delà des principes fondateurs bien sûr, mais c'est pas de surréglementer le canal interne, qui de facto est en concurrence avec un canal externe, mais c'est bien de dire, le chef d'entreprise, s'il a 50 usines en France, et que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, l'une d'entre elles balance du mercure dans la rivière, ben lui, ce qu'il veut en tant que mandataire social, c'est le savoir au plus vite, pouvoir y remédier non seulement par éthique personnelle, mais aussi parce que c'est lui qui va devant le juge, lui, personne physique, qui va devant le juge en cas de problématique pénale. Hein. Et dernier point, c'est un risque réputationnel pour son entreprise très fort. Et aujourd'hui, on sait que pour toutes les entreprises, le risque réputationnel, ça se traduit en valeur d'entreprise et c'est un véritable actif. Donc, je crois que là aussi, il faut sortir des clichés qui consisteraient à dire bah, c'est facile, le MEDEF est contre les lanceurs d'alerte ou le monde économique a intérêt à écraser les alertes. Je crois que la réalité est beaucoup plus fine que ça. Et je crois que ça a été dans ce travail d'écoute, non pas une compilation des différents avis, mais essayer de trouver derrière les positions qui peuvent paraître en première lecture assez parfois antagonistes, on va dire, très bien. C'est de trouver derrière ça la réalité du chemin qu'on peut trouver. Pour illustrer votre propos, le haut cadre du nucléaire à Tricastin, et le dernier exemple en date que nous avons, c'est pas un espion. C'est quelqu'un qui croit au nucléaire, qui est complètement dévoué au nucléaire et qui voit passer des choses anormales. Que fait-il? Il réagit en fonction de l'intérêt général. Et je crois que c'est ce qui nous a tous rapprochés, les parlementaires et nous, c'est-à-dire qu'on agit pour l'intérêt général. C'est pas quelque chose de particulier. C'est juste pour la santé, c'est juste pour l'environnement, c'est juste pour la finance, c'est juste, etc. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple actuellement que cet homme. C'est pas un espion. Exactement. Si vous permettez peut-être juste un rebond sur ce sujet. Je pense que la loi que l'on évoque ce matin est une brique essentielle de ce que l'on aimerait être un changement culturel, en fait. C'est-à-dire qu'encore, et vous en avez donné de nombreux exemples, au gré des lectures parlementaires, on a finalement eu à voir quantité d'incompréhension ou de points de blocage ou de désaccords profonds aussi, parfois avec certains sénateurs en l'occurrence, mais qui tous étaient symptomatiques de ce que n'est pas aujourd'hui, ou de cette absence d'une véritable culture de l'alerte en faveur de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on a toujours cette suspicion
ou cette inquiétude qu'il va peut-être y avoir derrière une défense d'un intérêt tout à fait privé, tout à fait particulier. Et on le voit, alors c'est vrai que nous, on tient beaucoup, et on a beaucoup tenu notamment à peut-être clarifier justement ces processus de canaux internes. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand une société ou une collectivité locale a en interne une alerte qui est lancée, il faut qu'elle puisse se dire mais c'est une opportunité de la traiter. Et donc je veux d'emblée la traiter. Et je l'appréhende comme ça, plutôt que de me dire mon Dieu, un risque, surtout que ça ne se sache pas, et voyons comment gérer un risque, c'est aussi réduire le coût pour une société, pour une collectivité. Et donc avoir des dispositifs de canaux internes efficaces, des référents alertes protégés, c'est aussi une façon de dire cette alerte en tant que chef d'entreprise, en tant qu'exécutif local, j'ai un intérêt à l'appréhender et à la gérer. Et donc d'entendre cette personne, et parce qu'on parle beaucoup du lanceur d'alerte, mais parlons de l'alerte, faut la traiter, faut les traiter. Et donc la préoccupation ne doit pas être seulement de protéger la personne, même si elle est essentielle, mais aussi d'aller vers cette alerte qui, encore une fois, est d'intérêt général. Donc je pense que tous ces débats parlementaires, tous ces échanges sont autant d'occasions de faire progresser ce qui doit être véritablement une culture de l'alerte comme étant quelque chose qui enfin sera envisagé comme étant quelque chose de favorable, de positif, et non pas comme du règlement de compte possible, voilà, dissimulant des intérêts. C'est extrêmement important ce que vous dites, et c'est très bien que ce soit vous qui le disiez. Parce que, évidemment, dans certains cas médiatiques des lanceurs d'alerte, on a le Goliath qui écrase le David, et des comportements d'acteurs économiques absolument qui peuvent nous révolter. Mais vous le dites très bien, je ne sais pas de pourcentage, mais enfin, l'écrasante majorité des chefs d'entreprise sont des gens honnêtes qui gèrent des matrices de risques, qui présentent à leurs actionnaires des matrices de risques. Quels sont les risques qui sont confrontés à mon entreprise, auxquels mon entreprise est confrontée. Et dans cette matrice de risque, pour en avoir moi-même rédigé auprès de mes actionnaires, dans cette matrice-là, le risque d'un manquement au droit, qui peut engendrer toutes les conséquences, pénales mais aussi réputationnelles, c'est des risques qui sont extrêmement identifiés. Et donc, comme vous le dites, l'alerte, c'est d'abord la nécessité et la volonté pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, pour les organisations, de pouvoir les traiter au fond, parce qu'elles représentent un risque. Et je crois que cette culture du risque, elle a beaucoup évolué dans le monde économique. La culture de l'alerte, du coup, est en train de suivre directement, parce que l'alerte, c'est bien la révélation d'un risque qui menace l'entreprise, au travers de son non-respect, par exemple, du droit, ou d'un comportement déviant. Donc je crois que c'est très bien que ce soit vous qui le mettiez au débat, parce que c'est je crois, absolument fondamental de comprendre que ce n'est pas le lanceur d'alerte contre le monde économique, l'associatif contre l'économique, pas du tout. Cette loi et cette juste ligne de crête dont je parlais tout à l'heure, c'est bien l'intérêt général, vous le disiez très bien, l'intérêt général qu'on essaye de trouver, et qui, en l'occurrence, arrive à fédérer à la fois le monde associatif, le lanceur d'alerte, et les intérêts économiques au sens large au service de l'intérêt général. C'est l'intérêt économique bien compris. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le voir, exactement. effectivement. Bien, alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou... Bonjour, Olivia Bonjour. Fuentes, journaliste pour Décideur Magazine. J'aurais deux questions. Justement sur la culture de l'alerte, je comprends bien que c'est intéressant pour les chefs d'entreprise parce qu'ils ont tout intérêt à se dire qu'il y a une alerte et qu'il y a quelque chose auquel il faut remédier parce que ça fait partie de leur risque. Mais pour la faire progresser, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être expliquer aux salariés d'une entreprise comment ils doivent... Enfin, tout le monde n'est pas au courant en fait. Ils se disent j'ai une alerte, mince, j'ai repéré quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que les salariés seront au courant qu'ils pourront passer par un circuit externe aussi, qu'ils n'auront pas forcément à passer en interne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur l'information en fait, des salariés sur tout le processus de lancement d'alerte? Et ma deuxième question, c'est plus... c'est juste pour avoir une idée un peu chiffrée. Vous disiez que les sollicitations, vous en aviez tellement que vous deviez fermer des permanences. Elles augmentent du coup ces dernières années. Est-ce que vous pouvez les quantifier? Alors, on a, sur l'année 2021, on a reçu 3 fois plus de sollicitations que l'année antérieure, et elle se chiffre aux alentours 185. de 185 lanceurs d'alerte accompagnés, et donc plus de 250 dossiers que nous recevons. Ce qui veut dire une quinzaine par mois.
Ce qui est énorme, parce que la permanence juridique doit déjà regarder le sérieux, enfin faire toute une enquête extrêmement longue parfois, avec parfois une centaine de pièces. Appliquer les critères 52. Il faut regarder, la maison ne va pas recevoir n'importe qui, n'importe comment. Il faut s'assurer du sérieux. Donc ce que disait Nadège est essentiel. 2021 a été une explosion. Peut-être que la MLA est plus connue maintenant. Peut-être que 2021 a été une année particulièrement importante dans beaucoup de secteurs. On est en train de l'analyser. Mais comme on vous le disait, on est obligé de fermer la permanence quotidienne pour pouvoir traiter les dossiers tellement ils sont nombreux et complexes. Chacun le sait. Et peut-être sur votre première question, si vous le permettez. Oui, allez-y, bien sûr. Je pense que c'est notamment le rôle d'une organisation comme la nôtre, mais pas seulement, puisque le dispositif Sapin 2 était formidablement complexe et il faisait courir des risques véritablement si jamais justement une personne s'aventurait, et encore une fois la BD lanceur d'alerte de Fleur Talamont est exemplaire en la matière puisqu'elle explique une sorte de guide pratique. Mais aujourd'hui, le dispositif va être formidablement simplifié, mais il y a toujours des risques de faux pas et d'exposition et de surexposition et de réels risques pour le lanceur d'alerte. Donc les conseils, à l'origine, c'est vous vous tournez vers un journaliste et vous lui confiez l'enquête, ou vous vous faites accompagner, mais vous n'y allez pas seul. Et effectivement, ces recommandations-là, nous, on peut les diffuser très largement, mais on ne sera jamais assez nombreux. D'où l'importance qu'en interne, une collectivité, une société, etc., une association, diffuse ces informations sur les modalités à suivre pour lancer l'alerte et de le faire de façon aussi sécure que possible. Je crois qu'il y a deux éléments dans votre question. Il y a celui-là qui est la connaissance de la loi et la communication qu'on peut en faire. Et puis il y a le travail de communication interne de l'organisation. Et ça a beaucoup progressé grâce au harcèlement et aux lois sur le harcèlement. Parce qu'à peu près dans toutes les entreprises maintenant, vous savez que le harcèlement, ça va être le même point commun que les lanceurs d'alerte. Il y a un risque pénal pour le dirigeant. Alors le risque pénal, je ne parle pas des dirigeants qui harcèlent, mais le risque pénal, c'est quoi? C'est si vous êtes au courant d'une situation de harcèlement et que vous n'y mettez pas fin, par exemple en séparant les personnes, en diminuant le risque, etc., là c'est vous qui avez un risque pénal. Et bien là pareil, si vous lancez des représailles sur un lanceur d'alerte, soit au motif de cette alerte, soit pour une raison bidon qui soit un alibi, vous avez un risque pénal. Et je vous garantis que quand vous êtes mandataire social d'une entreprise, ce risque pénal, vous le regardez différemment, parce que ce n'est pas juste une amende pour votre entreprise ou un rendez-vous au prud'homme dans 2 ans. C'est vraiment un risque pour vous, votre casier judiciaire, et que quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas du tout envie d'avoir un casier judiciaire parce que vous auriez négligé une exigence comme celle-là. Donc ces canaux internes sur le harcèlement ont beaucoup progressé. Et évidemment, avec la libération de la parole, que ce soit sur le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place ces canaux. Et j'ai échangé avec une entreprise franco-allemande qui notamment a utilisé cette première dynamique pour dire cette ligne téléphonique qu'elle a mis en place pour toutes les filiales de son groupe, c'est une ligne téléphonique qui sert aux alertes comme au harcèlement, avec une communication très efficace, je crois, en tout cas convaincante, envers ses salariés, en disant que cette ligne, d'abord, c'est pas les RH de l'entreprise qui répondent au bout du fil, mais c'est des avocats ou des juristes. On l'a nous-mêmes mis en place à l'Assemblée nationale, avec là aussi des juristes extérieurs qui d'abord respectent l'anonymat, qui en plus peuvent guider les personnes. Des conseils comme celles que vous venez d'indiquer, de dire soit adressez-vous à un journaliste, soit faites-vous accompagner pour ne pas être seul, c'est aussi l'accompagnement d'une personne en situation de harcèlement, en disant surtout ne restez pas seul avec ça, mais allez voir, il y a plein de moyens à votre disposition pour sortir de cet isolement. Donc vous avez raison, c'est à la fois un effort à l'intérieur de l'organisation, et les administrations devront s'y mettre tout autant que les entreprises, c'est extrêmement important de le rappeler, et à la fois pour nous d'expliquer la loi et d'expliquer les droits, par exemple, celui de pouvoir passer directement en externe, ce qui n'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est plus, si on a une défiance par rapport à un canal interne ou
voilà, ou des raisons de le faire, on peut directement saisir un canal externe. En tout cas, c'est une garantie, c'est un garde-fou qui, à mon sens, fera progresser aussi le canal interne. Alors, on a pas mal de questions effectivement sur Très le bien. chat. Il y en a sur le travail parlementaire, il y en a sur votre méthode, mais il y a une question plus précise là en lien avec l'actualité. Et sur la question du scandale Orpea, avec le retentissement que ça a eu, avec une question qui est posée de savoir si, notamment il y a eu quelques tentatives manifestement de la part d'Orpea d'empêcher la sortie de ce livre et de proposer un énorme chèque contre ça, qui va un peu à l'inverse du discours sur l'acculturation des entreprises et le fait qu'elles sont elles-mêmes devenues favorables aux lanceurs d'alerte. Est-ce que votre loi aurait une capacité à renforcer ces sanctions lorsque notamment il y a manifestement des tentatives d'achat des lanceurs d'alerte? Est-ce que vous pensez que à quelques mois près, est-ce que votre loi aurait pu empêcher ce type de pratique? On est dans un cas peut-être un peu particulier. C'est une très bonne question. Alors là, en l'occurrence, l'auteur du livre, c'est un journaliste, je crois. C'est un journaliste extérieur. Voilà, oui. c'est un journaliste extérieur. Donc là, il a une éthique puisqu'il ne se fait pas acheter. En principe. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, nous, on ne change pas la loi de la presse, et bien sûr, on n'a pas touché à la liberté de la presse ou à ces sujets qui sont, je crois, en droit assez bien établis, même si évidemment c'est un combat permanent, la liberté de la presse, j'en conviens tout à fait. Mais donc non, je pense que ça n'aurait rien changé au travail du journaliste, ça n'aurait rien changé à son éthique personnelle de refuser un chèque si quelqu'un lui a fait un gros chèque, ça j'en suis pas au courant. En revanche, j'ai été saisi, moi, en Alsace, d'un lanceur d'alerte spécifiquement sur une maison de retraite. C'est arrivé avant cette affaire Orpea. Je vais conseiller d'aller voir le procureur parce que les faits étaient tellement graves que je pense qu'il fallait le faire vite, saisir à la fois le préfet et le procureur. Je crois que, en fait, il faut bien comprendre que la loi a deux impacts. Le premier impact, c'est de faciliter le chemin que suit un lanceur d'alerte. C'est-à-dire savoir, par exemple, qu'il a une liste établie d'entités externes qui ont cette obligation de traiter son alerte. Enfin, voilà, l'organisation du système, premier point. Et deuxièmement, la protection. Cette protection n'a de sens que s'il y a une attaque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si une entreprise balance une tonne de procédures sur un lanceur d'alerte pour l'ensevelir, si elle le vire parce que c'est un salarié, là évidemment il y a une attaque en quelque sorte et donc une protection nécessaire. S'il n'y a pas d'attaque, évidemment il n'y a pas besoin de protection au sens de réplique à des représailles ou à des procédures juridiques. Et puis c'est un cas finalement assez fréquent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être attaquées, elles ne vont pas lancer un procès en diffamation forcément, mais elles vont plutôt choisir de traiter différemment. Donc je crois qu'il faut bien être au clair là-dessus. Il y aura toujours des alertes et cette loi, bien sûr, n'a d'autre vocation que d'éclairer un chemin, de montrer un chemin pour ceux qui sont dans cette situation et d'accorder une protection à ceux qui risquent d'être broyés par des intérêts qui n'ont pas compris et qui ont une réaction qui pour moi est d'un autre temps. C'est-à-dire que de dire, c'est le cas du messager en Grèce, quand il amène la mauvaise nouvelle, qu'on va tuer parce que du coup il apporte la mauvaise nouvelle. Voilà, c'est du même ordre. C'est du même ordre. Donc voilà, je crois que sur cette logique de la façon dont la loi va changer ou pas la donne, moi je crois réellement, et c'est ce que disait Edward Snowden quand on était à un événement que j'avais organisé au Conseil de l'Europe, ça s'appelait 48 heures chrono, il y avait des journalistes, il y avait des associations, il y avait des lanceurs d'alerte qui témoignaient, et Edward Snowden qui était en visioconférence, parce qu'évidemment il était caché quelque part, on ne sait où, il disait, je lui demandais, je finissais comme ça hier à la tribune, je lui demandais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'une loi? Qu'est-ce que les législateurs peuvent faire pour vous? Et il m'a dit rien, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que le législateur va faire pour ces femmes et ces hommes qui se posent la question. Vais-je lancer une alerte? Je l'ai là, elle est là, vais-je la lancer? Et nos démocraties ont besoin que le législateur apporte une réponse, à la fois sur comment faire et à la fois sur comment te protéger si tu choisis de le faire. Et je crois que c'est ça le point clé que Edward Snowden disait très très bien avec ses mots et que j'ai retranscrit hier à la tribune de l'Assemblée. Je crois que c'est ça notre but du législateur. C'est pas d'inciter à la délation, c'est pas de faire une société de la surveillance, ça, je crois l'avoir bien dit et je le redis. C'est bien d'essayer de répondre
aux questions de ces femmes et ces hommes qui vont se poser ces questions démocratiques majeures. Il y a quelque chose à révéler, c'est quelque chose d'inacceptable qui heurte l'intérêt général et nos valeurs. Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité, la volonté, le courage de franchir ce pas? Et c'est à eux qu'on s'adresse d'abord. Alors, PA, il y a eu des alertes qui ont été lancées qui n'ont pas été entendues. Et puis, bon, les lanceurs et les lanceuses d'alerte ont été écartés directement, ça on le sait. Bon, maintenant, peut-être ce sera différent. Maintenant, peut-être les directions des entreprises, en tout cas celles qui, avant, avaient comme réflexe, comme vous l'avez si bien dit, de tout cacher et de tuer les messagers, vont réfléchir un tout petit peu plus à leur intérêt bien compris de l'entreprise, effectivement. C'est ça. C'est bien l'intérêt général et l'intérêt de l'entreprise doivent aller de pair. Merci. Une petite question ici qui est présente sur le chat. Vous saluez le travail parlementaire. On a quelques personnes relayent dans le chat le fait que finalement le passage au Sénat a fait l'objet de quand même beaucoup de craintes. Comment vous expliquez aujourd'hui ces réserves? Je pense que la question s'adresse à vous notamment. On peut se féliciter de l'aboutissement, mais il y a quand même eu quelques sueurs froides visiblement. Alors oui, on a eu très peur, à tel point qu'on est venu un petit peu en force devant le Sénat pour rappeler qu'effectivement on était très inquiets à l'issue, en l'occurrence, du texte issu de la commission des lois du Sénat. Et je pense que c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir, à l'occasion de cette commission des lois, s'est exprimé quantité de contrepoints qui sont encore les ressorts de lanceur d'alerte. Ça peut être un délateur, ça peut être quelqu'un de mal intentionné, ça peut être quelqu'un qui vient défendre des intérêts privés, enfin une incompréhension réelle de l'enjeu démocratique qu'il y a derrière, leur permettre de s'exprimer, voire les encourager à s'exprimer, quand derrière on vient donner à voir que prendre tel médicament a un effet sur vos propres enfants, que porter ces masques ne vous protège en rien de l'amiante, que mon entreprise m'a imposé d'aller déverser des produits chimiques. Enfin, c'est de cela dont on parle. Donc, on parle véritablement d'intérêt général. Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'on s'est fait très peur. C'est certain, au Sénat, on a eu très peur et finalement, je crois qu'il y avait de toute façon un tel travail de fond qui était fait et largement fait que cette commission mixte paritaire a finalement, enfin la lecture au Sénat puis la commission mixte paritaire a permis d'atterrir sur quelque chose d'aussi heureux que ce que l'on évoque depuis tout à l'heure. Mais pour autant, tous ces points qui restent des points de crispation, c'est encore une fois cette absence de culture, sont significatifs de cette absence réelle de culture que l'on évoquait tout à l'heure. Et on va encore continuer à les rencontrer, ces difficultés, indéfiniment. C'est pour ça qu'une loi, c'est certes une première brique essentielle, mais encore une fois, il va falloir que les années passent pour que l'on comprenne véritablement et que l'on reconnaisse la valeur démocratique de ces personnes qui, encore une fois, et c'est pas une vue de l'esprit, choisissent pas dans leur intérêt de courir des risques, de s'exposer parce qu'ils disent ce que je sais est trop inimaginable pour que ce ne soit pas traité demain, cette alerte. Et donc j'y vais. Et je cours les risques que l'on connaît. Oui, je voudrais simplement réagir également. Alors, peut-être pour expliquer la procédure parlementaire quand même, parce qu'évidemment, tout ça est assez compliqué, mais ça répond à une logique importante. Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai eu un dialogue avec la rapporteure du Sénat extrêmement riche, de confiance, et qui allait au fond des choses. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le cas dont il a eu connaissance de façon licite, c'est-à-dire une irresponsabilité pénale, mais pas une carte blanche à la surveillance, pour faire court, elle nous a permis, et notre dialogue a permis, de répondre aux inquiétudes qui pouvaient exister derrière des formulations de notre première lecture qui n'étaient pas suffisamment fines. Et ce travail avec la rapporteure et les équipes du Sénat, et les administrateurs qui ont fait un travail remarquable, c'est un travail de droit. Vous comprenez, c'est pas je suis pour ou je suis contre. C'est pas ça le débat. C'est comment est-ce que notre droit va être suffisamment précis, juste, millimétré pour guider l'appréciation du juge, qui ne fait d'autre que de dire le droit. Mais c'est ce travail-là qu'on a vraiment réussi avec le Sénat en confiance. Et je crois qu'effectivement, on a pu avoir des craintes
parce que, évidemment, la façon peut-être un peu directe de la commission du Sénat, c'était de dire, bah non, on ne peut pas faire ça comme ça, parce qu'il y a des problèmes, et on veut clarifier les choses. Et ça a été un message que j'ai entendu. Et parmi les exemples que je vous ai pu donner, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, je vous le dis vraiment les yeux dans les yeux, en regardant les internautes, le texte qu'on a voté hier soir à l'Assemblée nationale est meilleur que le texte qu'on avait en première lecture au Sénat. Et il est meilleur par ce travail qui a été fait entre le Sénat et l'Assemblée pour vraiment millimétrer le texte et aboutir à ce produit fini qui, je crois, on le disait tout à l'heure, mais je crois est parmi les meilleures législations d'Europe. Absolument. Et parmi les meilleures législations d'Europe. Mais ce n'est pas un hasard. Et du coup, le travail parlementaire et la valeur ajoutée de ce travail parlementaire, ça a été ce travail jusque dans le détail. C'est pour ça que, effectivement, on a toujours des craintes. Vous savez, moi, en tant que porteur du texte, auteur du texte, rapporteur, ma crainte, c'était qu'on voyait fin février arriver. Fin février, c'est la fin de la mandature. Alors après, il y avait tous les complotistes qui me disaient « Oui, mais peut-être c'est un triple jeu de billard à 4 bandes pour faire croire que vous allez faire passer un texte sur les lanceurs d'alerte. Mais en fait, vous allez juste planter le truc le 28 février parce que vous n'aurez pas le temps de le passer, etc. » Donc j'avais des attaques aussi comme ça en disant « En fait, vous jouez un jeu, tout ça, mais tout ça, c'est en fait pour planter le texte. » Bon. Et puis aussi des vraies inquiétudes. Parce que si on avait eu Omicron 18, eh ben on aurait juste écrasé notre agenda parlementaire et on aurait traité d'Omicron 18. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait à la fois cette inquiétude légitime de l'agenda parlementaire qui est contraint, à la fois une confiance extrêmement forte du gouvernement. Je parle de gens comme Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, avec qui on a dialogué, je lui ai dit, et il m'a dit, Sylvain, je te garantis que tu auras les créneaux pour la deuxième lecture, parce que si notre accord avec le Sénat n'avait pas été trouvé, on passait en deuxième lecture, puis ça repartait au Sénat, puis en lecture définitive à l'Assemblée. Donc il fallait encore 3 créneaux. Donc le gouvernement m'avait garanti ça. Toutes choses étant égales par ailleurs, encore une fois, notre fameux Omicron 18 aurait pu écraser tout ça. Et donc je crois qu'il y avait une certaine tension, parce qu'on avait envie que ça aboutisse. Ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet. Donc si on m'avait dit le 28 février, ah bah dommage, trop tard, on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps. Évidemment, c'est tout un pan de ma vie qui s'écroule, de ma vie parlementaire en tout cas. Donc voilà, je crois qu'on a eu ces stress-là à tous les moments. Mais il ne faut pas caricaturer l'Assemblée contre le Sénat. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Il s'est passé un travail de fond parlementaire en confiance avec entre la rapporteure du Sénat et moi. Et vous avez pu voir que, vous savez, je n'ai pas été dans le combat politique. Je n'ai pas fait des déclarations en disant « Ah, la couleur politique du Sénat, ce n'est pas la même, nous on est progressistes. » Non, je n'ai pas fait tout ça. Parce qu'au fond de moi, j'étais persuadé qu'il y avait d'abord une sincérité dans les craintes que pouvaient exprimer les sénateurs et qu'il y avait vraiment un travail à faire de fond qu'on a fait avec nos équipes et qui, je crois, amène à une loi juste et une loi de bonne qualité légistique. Vous savez, le législateur, il doit faire des lois de qualité. Je veux dire, évidemment, ça paraît tellement loin. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais y répondre. Le texte sur Assange, c'est un truc qu'on m'a appris en politique, mais vous, les journalistes, c'est pareil. Ben oui, mais vous voyez. Toujours, quelle que soit la question qu'on vous pose, vous pouvez apporter la réponse que vous voulez. Donc je vais en profiter. Il y a eu un débat sur Assange, vendredi dernier. Et moi, j'étais peiné de la façon dont ce débat a été mené, a été orchestré. C'était quoi ce texte Assange? D'abord, tous les groupes politiques ont apporté leur soutien, et j'ai écrit un petit paragraphe sur le sujet pour Nicolas Turquois qui portait la parole de notre groupe, pour dire que, bien sûr, risquer 175 ans de prison parce qu'on a lancé une alerte, c'est attentatoire aux droits de l'homme. Ce n'est pas un sujet de est-ce qu'il en faut plus ou moins de ça, c'est attentatoire aux droits de l'homme. Donc c'est un fait pour moi qui est établi, en tout cas qu'on a dit avec force en tant que groupe politique. Mais quand j'ai vu dans la presse parfois des titres qui disaient « L'Assemblée nationale refuse l'asile politique à Julian Assange », c'est quand même une méconnaissance, voire jouer avec la vérité, parce qu'on n'a pas refusé l'asile politique à Julian Assange. Ce qui s'est passé vendredi, c'était une déclaration. Donc déjà, une déclaration, ça n'a rien à voir avec une décision. Vous
voyez, il y a une petite différence. C'est-à-dire qu'on ne posait pas la question « allons-nous donner oui ou non l'asile politique à Julian Assange ?» qui est une question à laquelle l'Assemblée nationale n'aurait pas eu la légitimité de répondre, parce que l'Assemblée nationale ne peut pas donner à telle ou telle personne l'asile politique. Donc la question qui était posée dans le texte de nos collègues de Liberté et Territoire, c'était d'abord quelque chose d'extrêmement positif. C'était une opportunité, ce qu'on a fait, tout groupe politique confondu, de dire notre soutien à Julian Assange. Mais enfin, il y avait une demande qui était pour nous impossible. C'était de demander au gouvernement de ne pas suivre les lois que le Parlement a lui-même votées. Parce que pour avoir l'asile politique, il faut faire un dossier d'asile politique, il faut être sur le sol français. Enfin, il y a toute une série de règles. Et cette résolution demandait au gouvernement de ne pas suivre les lois de notre État de droit qui encadre l'asile politique. Donc si cette résolution avait dit, et avait été travaillée de façon transpartisane, pour dire qu'est-ce qu'on peut dire, eh bien nous aurions tous dit, puisque je vous rappelle qu'il ne s'agit qu'une déclaration, nous aurions tous dit notre soutien à Julian Assange, nous aurions tous dit qu'il faut faire évoluer le droit pour notamment les lanceurs d'alerte notoires, en particulier, c'est ce que je disais il y a 3 ans dans mon rapport du Conseil de l'Europe, et que je crois personnellement que le bon échelon il est au niveau européen, et qu'on pourrait très bien imaginer un système européen pour les lanceurs d'alerte notoires, ou les droits d'asile politiques notoires, avec une saisine de 100 ou 200 députés de 3 ou 5 pays européens, qui permettrait de mettre le sujet sur la table dans un droit européen qu'on construirait pour ça. Donc il y a des solutions. Si cette déclaration, elle nous avait invité le gouvernement à travailler ou même à utiliser la présidence française de l'Union européenne pour porter ses valeurs, eh bien on l'aurait tous voté. On l'aurait tous voté. Donc si cette proposition avait été une déclaration travaillée de façon transpartisane, ce qui n'a pas été le cas parce qu'on a été consulté une fois qu'elle a été déposée, et qu'elle invitait à faire évoluer le droit et non pas à enfreindre le droit, alors on l'aurait tous voté. Donc moi ce que j'ai regretté dans cet épisode-là, et je le dis avec franchise, ce que j'ai regretté, c'est qu'on ait fait ni cette phase de travail transpartisan en amont, ni un texte qui aurait été possiblement voté, parce que celui-là, un Parlement, dans une démocratie, ne peut pas appeler un gouvernement à ne pas suivre le droit. Voilà. Donc je ferme ce point-là, parce que je voudrais vraiment redire, l'ensemble des groupes politiques ont soutenu Julian Assange, mais ce n'est pas pour autant qu'on va voter un texte qui n'a pas de sens démocratique, malgré tout l'intérêt et la solidarité qu'on doit montrer à Julian Assange. Merci. Il y a d'autres questions sur le chat, je ne sais pas si vous en avez aussi. Il n'y en avait pas sur Julian Assange? Il n'y en avait pas justement, mais vous y avez répondu quand même. Peut-être que ça va réveiller aussi le chat. Ah bah voilà, elle y était. Elle était à côté de moi, je ne savais pas vu, merci. Il y a une question plutôt sur justement la démarche sur laquelle vous insistez beaucoup dans vos déclarations sur la co-construction. Vous vantez le travail parlementaire, vous vantez aussi la démarche de co-construction avec les associations ou même plus largement les corps intermédiaires, parce que vous parlez aussi de vos relations avec le monde économique aussi. Sur la démarche de participation citoyenne aussi, il y a quelques personnes qui s'interrogent sur est-ce que vous auriez des exemples aussi sur ce 3e volet finalement, le plus large possible. Est-ce que vous avez des exemples de modifications du texte ou d'inspiration qui auraient pu directement être inspirées des démarches de participation? Il y en a eu en ligne, mais il y en a eu aussi bien en ligne. Nous qui avons eu le plaisir de vous recevoir initialement, on sait que vous aviez démarré il y a très longtemps par peut-être même un 24 heures chrono ou quelque chose Absolument, comme ça. 48 heures chrono. 48 heures, encore 2 fois plus que 24. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et deuxième question, qui est une question autant qu'une pique, sur le travail parlementaire qui observe le fait avec la fin de la législature, une sorte de réveil du Parlement, ou en tout cas une activité beaucoup plus soutenue, en apparence ou réel, mais en tout cas qui vous pose la question de savoir comment se fait-il qu'on a l'impression que c'est sur ces dernières semaines et derniers mois que le Parlement joue pleinement son rôle, et est-ce qu'il n'a pas été un peu endormi lors des précédents mois? Non, mais c'est 2 très bonnes questions. D'abord, je dois dire, ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet. On ne s'est pas réveillé la semaine dernière en se disant « Ah merde, qu'est-ce qu'on va faire là pour boucler la législature ?» Donc il faut être un peu sérieux. Ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet. Ça a commencé effectivement par un événement que j'aime beaucoup. Le concept, vous pouvez l'utiliser parce que c'est libre de droit. C'est 48 heures chrono. C'est quoi l'idée? C'est vous prenez pendant 48 heures, donc il y a une espèce d'unité de lieu et de temps. Vous prenez... Je ne veux pas dire tout le monde, mais enfin tous ceux qu'on a invités ont répondu à notre invitation. Madame Meyer était là à l'époque, je la salue, elle avait beaucoup contribué. Des lanceurs d'alerte, des journalistes, des politiques, enfin toutes les parties prenantes, des représentants du monde économique, et vous leur faites croiser les regards sur les mêmes objets.
C'est très différent d'auditions qui sont séquentielles, où chacun dit son morceau de vérité, apporte son témoignage, et après vous en faites ce que vous voulez. L'intérêt de cette formule, c'est que vous rebondissez d'une journée à l'autre et d'une session à l'autre, en croisant les regards sur le même objet, sur la même question, sur le même sujet. Et donc évidemment, c'est une approche que moi je trouve très riche, parce qu'elle permet justement de construire les idées. Je vais vous donner un exemple très précis. Alors j'en ai fait également sur le thème des lobbies. Et ça permet aussi de déconstruire des idées un peu simples qu'on pourrait trouver de loin et qui ne résistent pas aux détails de l'analyse. Il y en a eu beaucoup sur tous les sujets. Alors pour prendre des exemples précis, c'est quand même assez dur de faire une corrélation entre telle idée qu'on aurait reprise et tel résultat. Mais quand même, sur la partie consultation citoyenne pure, il y a eu évidemment, ça a commencé par ces exercices-là, ça a continué par un dialogue nourri. J'ai eu beaucoup d'interpellations de lanceurs d'alerte, beaucoup de témoignages, qui parfois m'en voulaient de ne pas traiter au fond leur sujet, mais jamais je ne traite au fond d'un sujet d'un lanceur d'alerte. J'essaye de savoir en tant que législateur qu'est-ce que je peux apprendre de son expérience, parfois de sa souffrance. Mais évidemment, je ne suis pas juge, donc je ne peux pas dire si cette personne a raison, elle a tort, elle a été... Je ne vais pas mettre un jugement d'opportunité. Je comprends que ça puisse être frustrant chez certains lanceurs d'alerte qui se disent « mais à quoi ça sert de vous parler ?» Moi, en tant que législateur, mon job, c'est quoi? C'est d'essayer d'apprendre de son expérience, de son retour d'expérience, parfois de sa souffrance, je le disais, pour voir comment le droit doit évoluer. Et même si ça ne lui sert pas à lui, parce que vous savez que le droit n'est jamais rétroactif, eh ben ça servira au prochain. C'est peut-être pas une consolation pour lui, mais c'est quand même une façon de se dire qu'on écoute son expérience et qu'on essaye d'en tirer les leçons. Il y a eu aussi une consultation citoyenne organisée par le gouvernement, qui a été... Marc Fesneau, vous savez que c'est le Premier ministre de la participation citoyenne. Premier ministre de la participation citoyenne. Et c'est la première fois que c'est un portefeuille en soi. Et il a beaucoup travaillé sur la façon dont le gouvernement, quand il construit une loi, ou en l'occurrence le gouvernement quand il accompagne une loi, c'était une loi parlementaire, comment il consulte, et les plateformes qu'il peut mettre à disposition, et que les citoyens, dont les citoyens peuvent se saisir. Donc c'est un peu dur de faire une corrélation directe entre l'un et l'autre, mais en tout cas, je crois qu'il y a vraiment le temps long qui sert cette loi. Je vous le dis, elle est construite. Pourquoi? Parce que je pense que personne n'était individuellement capable de l'écrire tout seul en chambre. Ni même la Maison des lanceurs d'alerte avec son prisme, évidemment, et ses combats, pas le monde économique, bien sûr, pas les politiques tout seuls, pas le Sénat ou l'Assemblée tout seul. Pas le gouvernement tout seul. Donc je pense que c'est ça la valeur de la co-construction. C'est quand le résultat final, à peu près aucun des acteurs pris individuellement n'était capable de le construire. Et on l'a vu. Et pour moi, le plus bel exemple, c'est cet aller-retour entre le premier texte de l'Assemblée nationale et le texte final. Encore une fois, toutes les lignes rouges, tous les avancées ont été maintenues, mais le texte est meilleur parce qu'il est passé au crible de ces regards croisés. Voilà un peu ce que je voulais répondre. Bien, ben voilà, je vous remercie. Je sais pas, Madame Meyer, quand même, vous avez tellement contribué à tout ça par vos témoignages, vos apports d'expertise. Je ne sais pas si vous avez peut-être une question ou un commentaire peut-être sur tout ça. Quand même, on ne peut pas vous avoir aujourd'hui et ne pas vous passer la parole avec évidemment votre implication sur le sujet depuis des années. Merci. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs... Enfin, je vais peut-être rebondir, mais pas trop longtemps quand même, sur différents points qui ont été abordés. Il y a peut-être quelque chose qui a été oublié dans ce qui vient d'être dit. C'est effectivement la profondeur de champ. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'il y a des législations dans le monde qui se sont construites. Depuis 1978, la première législation sectorielle américaine. Ce qui veut dire que quand on a en amont, c'est-à-dire en 2015, lorsque les ONG ont commencé à élaborer en amont du gouvernement la première loi globale pour la France, 3 ONG, 3 chercheurs spécialistes du droit d'alerte, on avait des exemples d'expérimentation, de succès et d'échecs, et on a fait une étude comparative des 12 des meilleures lois au monde,
dont on a extrait les standards les plus intéressants pour faire la première loi. Et en plus, on a rajouté le travail exemplaire du Conseil de l'Europe. L'Europe a démarré très tard par rapport au reste du monde. C'est le Commonwealth qui a démarré en premier. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Et d'une certaine façon, le monde francophone et même l'Europe étaient en arrière. Et l'Europe s'est saisie de ce débat en 2009 et c'est le Conseil de l'Europe qui a effectivement pris les brides en main et qui a étudié, qui avait le gros avantage comparatif d'avoir tout le travail des autres, qui a étudié et qui a fait la recommandation effectivement de 2014 qu'on connaît bien avec un premier corpus théorique et surtout la première définition conceptuelle qui n'est plus une longue liste énumérative de problèmes, c'est-à-dire on signale les crimes économiques, les crimes et délits, les risques pour la santé. Ça, c'est ce que faisaient les autres. Et le Conseil de l'Europe en 2014 a dit non, c'est une personne qui signale ou révèle une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Et avec ce concept globalisant, vous avez la prévention de toutes les tragédies qui vont venir et vous avez effectivement la possibilité de serrer au nom de l'intérêt général, de prévenir au nom de l'intérêt général tout ce que vous n'avez pas encore, tout ce qui est ignoré, impensé, inconnu, comme les rescrits fiscaux. Donc vous n'êtes pas obligé de légiférer tous les 6 mois pour rajouter des choses. Et ça, par exemple, ce concept qu'on a pris au Conseil de l'Europe, on l'a intégré, et ce sont les ONG qui l'ont proposé en 2015, on l'a intégré en 2015 dans la loi qu'on a construite avec le député Yann Galu, ONG et le député Yann Galu. Donc moi, je voulais en profiter pour remercier Yann Galu, précurseur de la première loi Sapin 2, qui est rentré, tout ce corpus est rentré dans la loi Sapin 2, pour remercier aussi Virginie Rosière, avec laquelle ensuite les ONG ont également travaillé, donc qui a été le rapporteur de la directive. Et évidemment, la troisième personne que je tiens à remercier, c'est Sylvain Wasserman. Mais si vous voulez, entre la loi Sapin 2 expérimentale de 2016, où on prend les meilleurs concepts, la comparaison, et c'est quand même les ONG qui avaient fait intellectuellement le travail d'analyse et de comparaison, et la loi amendée, Sapin 2, grâce au député Wasserman et à un remarquable travail parlementaire, vous avez le fait que les parlementaires ont été éduqués au concept et se sont instruits, et qu'on a eu la chance d'avoir M. Wasserman qui avait travaillé déjà pour une résolution du Conseil de l'Europe en amont, et qui donc était parfaitement au fait des concepts et pouvait faire un travail pédagogique. Donc, ça, si vous voulez, je pense que c'était important de restituer peut-être toute cette traversée du désert, cette montée dans le train des ONG, des associations, des institutions, puis des parlementaires, ce qui a donné une magnifique co-construction parlementaire avec des sueurs froides, il est vrai, mais un dialogue non seulement au sein, effectivement, du Parlement qu'on a vraiment remarqué et apprécié et que tous les groupes politiques ont salué, ce travail transversal est suffisamment rare pour qu'on le dise, mais une méthode de travail, de dialogue avec la société civile, je tiens à saluer. Je ne dirais pas qu'elle est extrêmement rare, je ne suis pas suffisamment au fait, mais je la trouve en tout cas remarquable. Réagir sur un point, vous avez tout à fait raison et j'aurais dû le dire parce que c'est extrêmement important. Tous ceux qui saluent les avancées de cette loi doivent savoir ce qu'on doit à l'Europe. Ce qu'on doit à l'Europe sur 2 aspects. Ce qu'on doit à l'Europe sur la directive. Et vous parliez de Virginie tout à l'heure, évidemment. Elle a eu un rôle tellement important. Et c'est cette directive qui fait que l'actualité faisait que la transposition arrivait et que de toute façon, il fallait faire quelque chose. Donc soyons clairs, l'impulsion européenne a été déterminante. Donc tous ceux qui tapent à longueur de journée sur l'Europe devraient quand même se poser les bonnes questions. C'est grâce à l'Europe qu'on a eu cette directive sur les lanceurs d'alerte. C'est grâce à l'Europe qu'on avait cette obligation de légiférer. Deuxième sujet, c'est le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Lorsque j'ai fait le rapport, vous savez que c'est de la soft law, donc ces lois qui ne s'imposent pas, mais qui sont une espèce d'ébullition. Enfin, c'est pas à vous que je l'explique, vous le connaissez mieux que moi, mais j'explique à la caméra et à nos auditeurs. Cette soft law, c'est quoi? C'est vraiment tous les parlementaires de 47 pays qui réfléchissent à des sujets démocratiques et de l'état de droit, qui se posent des questions, qui écrivent des rapports. Et de loin, certains disent tout ça ne sert à rien.
Bah oui, ça ne produit pas du droit dur. En revanche, quand j'ai fait ce rapport, c'est évidemment ça. J'avais fait même un outil qui était inspiré des méthodes de la Commission de Venise, pour ceux qui connaissent. C'est un outil d'auto-évaluation pour que chaque député, quand il rentrait chez lui, pouvait prendre cet outil d'auto-évaluation, répondre à une grille de 40 questions et essayer de se dire, ben, finalement, ma législation nationale, comment est-ce que je l'évalue moi-même au regard de la protection des lanceurs d'alerte? Vous voyez? Donc, et c'est ça l'intérêt du Conseil de l'Europe. C'est de permettre aux parlementaires nationaux de ramener chez eux des réflexions, des questions, des grilles d'analyse, des bonnes pratiques, des recommandations. Et puis après, de se les approprier et de pouvoir les mettre en œuvre dans leur droit national. Et quand j'ai décidé de prendre la plume pour écrire un texte en revenant du Conseil de l'Europe, je savais que, en fait, ce texte ne pouvait pas aboutir sur un processus parlementaire classique. Pourquoi? J'avais écrit une loi sur la protection des présidents bénévoles d'associations et sur l'engagement associatif. Elle a mis 3 ans. Elle a mis 3 ans, non pas parce que j'y ai travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans. Elle a juste mis 3 ans parce que nous, groupe Modem, on a droit à une journée par an de ce qu'on appelle les niches parlementaires pour les textes parlementaires. Et si ce texte a pu prospérer, c'est parce que le gouvernement a dit je le prends sur mon temps de programmation du gouvernement parce que c'est un texte qui doit aboutir. Et donc, tout ça pour dire que le Conseil de l'Europe et le Parlement européen, au passage, ils sont tous les deux à Strasbourg, le siège est tous les deux à Strasbourg. Donc en tant que député de Strasbourg, je ne peux que dire que tout ça est quand même quelque part dû au rayonnement alsacien de Strasbourg, mais que c'est vraiment la ville des citoyens européens et de notre démocratie européenne, et que là, Strasbourg, mais aussi évidemment le rôle de l'Europe, prend vraiment tout son sens. Et je crois que ça fait du bien dans le débat public pour tous ceux qui aiment l'Europe et pensent qu'il y a vraiment un projet européen qui représente notre avenir. Mais ça fait du bien de dire que l'Europe, elle est au cœur des avancées de ce pilier démocratique qu'on a essayé de construire et de faire progresser. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'avait plus qu'une dernière petite question du chat. Elle est assez ponctuelle, de savoir si les fonctionnaires de police et les militaires sont concernés par votre proposition de loi. Petit rappel. Alors oui, ils sont tout à fait concernés, absolument, sans question. En revanche, pas sur les logiques de secret défense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas divulguer un secret défense parce qu'on pense que c'est urgent, etc., etc. Le secret défense reste quelque chose d'à part, qui relève de sa propre logique. On a eu beaucoup de travail avec le gouvernement sur ces procédures spécifiques, parce qu'évidemment, on peut se dire, mais pourquoi le secret défense serait traité différemment? Alors, il y a des raisons objectives. Il y a aussi cette notion de sécurité nationale. Voilà, si vous tombez sur une liste des agents de la DGSE infiltrés en Russie, je ne sais pas si ça existe, hein, je ne suis pas au fait de tout ça. Mettons que ça mais existe. si ça existait, C'est évidemment qu'on ne peut pas balancer ça sur les réseaux sociaux en disant bah oui, c'est contre l'intérêt général. Ce n'est pas possible. Vous voyez. Donc il y a effectivement des garde-fous, mais s'il y a des actes de discrimination dans une caserne, s'il y a un comportement totalement hors jeu dans un commissariat de racisme ou de déviance par rapport au droit ou d'atteinte à l'intérêt général, et dans toutes les organisations ça peut exister, eh bien sûr, il tombe tout à fait sous la protection des lanceurs d'alerte qu'on a construit hier. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Purpose parce que vous avez une approche citoyenne intéressante hein, et je crois que notre démocratie participative et notre démocratie citoyenne, elle se nourrit de ces nouvelles expériences et de ces entreprises qui sont des acteurs maintenant importants du paysage civique de notre pays. Merci, et puis merci aux participants aussi sur le chat qui essayent de suivre et puis aussi de s'intégrer à ce long travail parlementaire que vous avez rappelé, mais on est ravis d'avoir pu aider aussi et puis de vous accueillir. Merci beaucoup. Je pense que Merci sur le chat on est bon, Alex, on peut rendre l'antenne comme on dit, si vous êtes OK. Merci à vous. À bientôt. Et à bientôt. Merci à vous. Bien.